Bonjour. Donc, comme on vient de l'indiquer, je vais vous parler de blockchain. Plus précisément, je vais vous rapporter un peu ce qu'on a fait lors d'une mission récemment, mission très enrichissante, assez difficile. Et donc, mon propos sera centré autour d'une techno particulière, Hyperledger Fabric, donc qui est une technologie blockchain. Mais je vais essayer de vous montrer comment cette techno elle a pu répondre à certains contextes business, certains besoins du business. Donc pour ça, bon, je vais d'abord vous parler du contexte business. C'est un contexte assez particulier, comme vous le verrez. Ensuite, je vais vous présenter quelques concepts clés de Fabric avant de vous montrer ce qu'on a fait, comment on a utilisé Fabric pour essayer de répondre aux problèmes posés par le business. Et puis, je vais essayer de dériver de ça quelques leçons qui seraient bonnes à avoir dans sa poche quand on aborde ce genre de thème. Donc, le contexte. Alors, tout d'abord, pour des raisons de confidentialité, j'étais obligé de changer les noms et changer quelques termes dans mon discours, mais ça ne devrait pas vous empêcher de comprendre, enfin je l'espère, le fil directeur. Donc, qui était impliqué dans cette mission? Donc, il y avait nous, Octosuisse, donc basé à Lausanne, un client à nous, Carl, qui est également basé à Lausanne, et un autre acteur, Gary. Gary, c'est une start-up aux États-Unis qui est un client de Carl. Et Carl a fait appel à nous, Octosuisse, pour l'aider à satisfaire le besoin de son client. Et donc, Gary, il a une idée particulière. Il s'intéresse à un marché assez spécial. Donc, ici, ce sera le marché des tulipes. Et donc, ce marché, il est assez bizarre parce qu'aux États-Unis, donc, vous avez plusieurs États. Et dans certains États, la tulipe est légale. Dans d'autres États, la tulipe est illégale. Alors pourquoi? Ça veut dire qu'au niveau fédéral, aux États-Unis, il n'y a pas de consensus sur est-ce qu'on est d'accord pour vendre des tulipes, etc. Et donc ça pose problème parce que dans les États où la tulipe est légale, donc vous avez des boutiques où il y a où on peut acheter des tulipes et des produits dérivés de la tulipe. Et lorsque vous avez un client qui se présente à la boutique, il peut payer par cash, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, les moyens de paiement traditionnels, type carte de crédit, ça, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que les banques qui émettent ces cartes ont une présence fédérale et qu'elles n'ont pas envie que leurs moyens de paiement soient touchés par ce marché de la tulipe pour des raisons légales. Donc l'idée de Gary, en fait, c'est de se proposer comme intermédiaire, et d'avoir un système de jetons qu'on peut acheter, échanger. Donc là, vous avez le client qui pourra acheter des jetons auprès de Gary en utilisant tous les moyens de paiement habituels. Et ensuite, ce même client pourra utiliser ces jetons pour acheter des tulipes dans la boutique. Et enfin, le gérant de la boutique, s'il le souhaite, pourra échanger ces jetons contre des dollars. Donc ça, c'est l'idée générale. Plus précisément, Gary, ce qu'il souhaite faire, c'est fournir une sorte de caisse enregistreuse aux boutiques, un point of sale system, POS. Et comme ça, lorsque le client se présente à la boutique, il peut passer sa carte dans la caisse enregistreuse. Ça va émettre une requête à notre système derrière. Et là, il va y avoir toute une machinerie qui va convertir ces jetons en dollars. Et puis, on va renvoyer des jetons sur le compte du client. Et puis ensuite, il va pouvoir utiliser ces jetons pour acheter les tulipes et recevoir ces tulipes. Donc voilà, donc ça c'est l'idée de Gary, c'est la première idée de Gary, et à plus long terme, donc ça c'était pas dans le scope de la mission, mais il est bon que je vous le précise quand même, donc à plus long terme, en fait, ce que Gary souhaite faire, c'est
devenir un peu la banque du marché de la tulipe et intervenir sur tous les échanges autour de la tulipe. Si par exemple on a des producteurs de tulipes, des ateliers, des laboratoires de préparation de tulipes, etc. Et donc avoir ce système-là. Alors, donc Gary, dès le départ, il a souhaité s'orienter vers une technologie blockchain. Et alors pourquoi la blockchain? Alors le premier argument, il fait un petit peu sourire, c'est pour la hype, au sens où la blockchain, elle est quand même très à la mode, et que pour convaincre les investisseurs, c'est plus facile si vous venez avec un sujet très à la mode. Et c'est ce qui a permis à Gary justement de lever l'argent et qui a permis de financer la mission à laquelle on a participé. Donc c'est pas quelque chose d'anodin quand même. Un deuxième point, celui-là est un peu plus important, c'est que, comme vous avez peut-être deviné, il y a un aspect légal assez contraignant là-dessus. Et on retrouve un peu ce même schéma, comme chez Uber, où il y a une sorte de zone grise dans le corpus législatif, et puis vous avez des startups qui vont proposer des solutions, et puis les lois ensuite vont suivre. Alors c'est très bien, par contre, ce que ça implique, c'est d'avoir un système solide qui puisse répondre à toutes les requêtes juridiques. Okay. Et donc, ce que la blockchain permet par son caractère immuable et par la possibilité de partager des ressources, comme on le verra plus tard, avec d'autres entités d'audit, donc tout ça, ça permet d'avoir une certaine auditabilité, traçabilité de ce qui se passe sur la blockchain. Et enfin, un autre point, mais qui n'a pas été abordé lors de cette mission, c'est l'aspect distribué, parce que la blockchain, c'est un réseau où vous allez avoir plusieurs ressources. Et dans cette vision à plus long terme, où Gary prend aussi en charge la supply chain, on peut imaginer que tous les acteurs impliqués dans les échanges de tulipes participent eux-mêmes à la blockchain en utilisant des smart contracts qu'ils auraient rédigés eux-mêmes, etc. Donc, quand on est arrivé dans cette mission, on n'est pas arrivé sur une feuille vierge. Il y avait déjà eu un travail préliminaire entre Carl et Gary. Okay. Carl avait effectué des recommandations d'architecture. C'est aussi Carl qui a recommandé la technologie Hyperledger Fabric, qui est une blockchain privée. Je préciserai ensuite ce que ça signifie. Et ils ont également réalisé un POC pour essayer de voir comment on peut prendre la main de cette techno, comment est-ce que ça semble pertinent de partir là-dessus. Et donc après tout ce travail, ça a été validé et Carl a fait appel à nous pour amener ce POC vers un système destiné à la production. Et donc la répartition des responsabilités s'est faite à peu près de la manière suivante. Du côté de Gary, il y avait cette caisse enregistreuse qui est en fait une appli iPad, et ils avaient un dev iOS pour ça. De notre côté, Carl s'occupait plus d'une partie API, back-office et intégration. Ça, je ne mettrai pas trop l'accent là-dessus, mais je vous en parlerai un petit peu quand même. Et enfin, nous, Octo, on s'est plutôt focalisé sur Hyperledger Fabric et comment implémenter le système. Donc l'idée, c'était de partir sur MVP, un minimum viable product, un truc qui tient la route vraiment. Et puis il y avait 3 volets principaux dans ce MVP. Le premier, qui est assez évident, c'est-à-dire les transactions monétaires. Comment on va assurer ces échanges entre dollars et jetons, la création de jetons, le transfert de jetons, la destruction de jetons, etc. Un deuxième volet qui est très très important, puisqu'on a affaire à des transactions qui mettent en jeu de l'argent. Il faut sécuriser notre blockchain, il faut contrôler les accès, il faut qu'on puisse déterminer si oui ou non telle entité a le droit de réaliser telle opération sur la chaîne. Et enfin, un troisième volet, qui est le volet haute disponibilité. Donc ça, c'était une demande de Gary également, que le système soit up 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, maintenant, je vais vous présenter un peu quelques concepts clés de Fabric.
Un petit rappel d'abord sur la blockchain. Donc blockchain, c'est une chaîne de blocs. Et chaque bloc va contenir un certain nombre de transactions dans un certain ordre. Faire ceci, si cela, faire cela, si ceci, etc. Donner tant de jetons à un tel ou retirer tant d'un compte, etc. Et ce qui est essentiel, en fait, c'est que donc, vous avez plusieurs... Cette chaîne, elle est répliquée, il y a des copies en différents endroits. Et ce qu'on veut, c'est que toutes les entités qui possèdent une copie de cette chaîne soient d'accord sur le contenu des blocs et leur ordre. On ne veut pas avoir des chaînes qui divergent, okay, parce qu'il faut que globalement on ait une seule source de vérité. Et donc cette phrase « on est tous d'accord sur le contenu des blocs et leur ordre », ça implique deux sous-problèmes. Le premier sous-problème, c'est le problème du consensus, c'est-à-dire que voilà, vous avez déjà 2 blocs dans votre chaîne, et puis il y a 2 nouveaux blocs qui arrivent pour occuper la 3e position. Eh bien, il faut qu'on se mette tous d'accord pour savoir lequel de ces blocs va effectivement occuper la 3e position dans la chaîne. Et le deuxième sous-problème, qui lui est un peu plus concret, on va dire, c'est comment on forme ces blocs, quel est le flot de transactions qui permet d'émettre une requête et qui va à terme aboutir dans l'un de ces blocs et encore plus à terme d'être persisté dans la blockchain. Alors, je vais vous parler d'abord du consensus. Donc, Hyperledger Fabric, c'est une blockchain privée. Donc, blockchain privée, ça veut dire que les participants sont connus, identifiés. Okay, ce n'est pas comme dans Bitcoin où il n'y a pas de notion de je suis membre du réseau Bitcoin. Okay. On ne valide pas les identités. Et ce que ça permet, en fait, d'avoir une blockchain privée, quand les participants sont connus, on peut avoir recours aux algorithmes de consensus type Raft ou même un peu plus fort des BFT, donc Byzantine Fault Tolerant Protocol. C'est des algorithmes qui sont plus performants que les algorithmes basés sur les Proof of Work ou Proof of Stake ou Proof of Time. Okay, parce que, grosso modo, le fait qu'on connaisse les participants nous donne un peu plus de contrôle lors des échanges, et on peut aller plus vite pour résoudre ce consensus. Ce que ça suppose également d'avoir une blockchain privée, c'est qu'on a des mécanismes d'authentification et d'autorisation. C'est-à-dire on a des identités qui ont le droit d'accéder à la chaîne, et sur la chaîne, ils ont le droit de faire telle ou telle opération. Et c'est très très important de garantir ces accès, de contrôler ces accès, parce que toute la sécurité de la blockchain va reposer là-dessus. Chez Hyperledger Fabric, cette authentification et ces autorisations vont reposer sur une notion d'organisation. Une organisation, ça va être un ensemble de ressources, par exemple une machine pour calculer les choses, une machine qui va stocker la blockchain. Et chacune de ces ressources va être identifiée par une autorité de certification. C'est-à-dire que cette ressource va se voir délivrer un certificat qui va correspondre qui va permettre de s'authentifier auprès d'un service. Et bien sûr, il est capable aussi de signer pour prouver que c'est vraiment lui qui est maître de ce certificat. Donc ça, c'était pour la partie consensus. Maintenant, la formation d'un bloc. Et pour ça, je vais vous parler un peu plus de Fabric en lui-même. Donc Fabric, dans un réseau Fabric, il y a 3 types de ressources. Vous allez avoir le client. Le client, c'est celui qui va émettre les requêtes et qui va attendre des résultats de cette requête. Vous allez avoir les pairs. Les pairs sont ceux qui vont vraiment avoir une copie de la blockchain. Chacun va avoir une copie de la blockchain. C'est eux qui vont connaître toutes les transactions qui se sont passées. Et enfin, vous avez les ordonnanceurs. Et les ordonnanceurs, eux, leur seul rôle, c'est de résoudre le consensus. C'est-à-dire de se mettre d'accord sur dans quel ordre les blocs doivent être ajoutés à la blockchain. Donc, ce qu'on a dans un pair, comme je viens de dire, c'est on a une petite base, un ledger, qui va contenir
la chaîne des blocs, donc la copie de la blockchain, okay, ainsi qu'un état résumé pour éviter d'avoir rejoué toutes les transactions si on veut connaître le solde de quelqu'un. Et vous allez avoir aussi ce qu'on appelle dans le jargon fabrique des chain codes. Okay. Chain code, c'est smart contract, c'est la même chose. Donc c'est simplement un bout de code qui va proposer certaines opérations. Du type, si je veux créer des jetons, si je veux transférer des jetons, si je veux détruire des jetons, ce type d'opération va être implémenté dans un chain code qui sera installé sur les paires. Donc, dans Fabric, ces chain codes sont écrits en Go. Il est aussi possible de les écrire en Java. Nous, on a utilisé que Go, en l'occurrence. Du côté des ordonnanceurs, donc, comme je l'ai dit juste avant, chaque ordonnanceur va recevoir des blocs et c'est eux qui vont décider quel bloc occupera la 4e position dans la chaîne, par exemple. Plus précisément, ils vont recevoir un certain nombre de transactions de la part du reste du système, ils vont agréger ces transactions en un bloc et ils vont ensuite se mettre d'accord sur ces blocs et diffuser ça aux autres pairs. Donc je vous détaille un petit peu le flot de transactions. Vous avez un client qui va émettre une requête, mettons transférer 10 jetons de Alice à Bob. Quand un père va recevoir ça, ce qui va se passer, et c'est là une particularité de Fabric, c'est qu'il va commencer par simuler l'exécution de cette requête. Okay. Donc dans Fabric, on exécute avant d'ordonnancer les requêtes. Donc le père, il va simuler cette requête, il va voir si, par exemple, est-ce que Alice a vraiment assez de jetons à transférer à Bob. Okay. Si ce n'est pas le cas, le chain code va sortir une erreur. Ou bien est-ce que Alice avait le droit de faire cette opération, etc. Et si cette simulation se passe bien, le père va prendre le résultat de cette simulation et il va la signer pour attester « oui, j'ai bien exécuté, j'ai bien simulé cette requête, elle s'est bien passée et je valide que le résultat de cette requête est ceci. » Et là, vous avez ce qu'on appelle un endorsement. Et cet endorsement va être envoyé au client. Là, le client, il peut avoir, selon certaines politiques, il peut avoir besoin de mettre cette requête, de récolter des endorsements de plusieurs pairs. Okay. Et une fois qu'il a récolté suffisamment d'endorsements, il peut les agréger en une transaction. Donc une transaction, si vous voulez, c'est quelque chose qui dit j'ai respecté le flot de transactions, les pairs l'ont simulé, ils sont d'accord sur les résultats, et maintenant je voudrais faire persister cette requête dans la blockchain. Donc cette transaction, elle va être agrégée dans un bloc par les ordonnanceurs. Les ordonnanceurs vont discuter, ils vont se mettre d'accord sur quelle position ce bloc va occuper dans la blockchain. Et une fois que tout ça est fait, ils vont envoyer ce bloc au pair pour qu'il le persiste effectivement dans la blockchain, c'est-à-dire que chaque pair va prendre ce bloc et l'écrire dans son ledger. Okay. Ou plus précisément, ce qui va se passer quand un pair va recevoir ce bloc, c'est qu'il va vérifier, donc le père va ouvrir le bloc, il va avoir un certain nombre de transactions, et là, il va vérifier la validité des transactions, c'est-à-dire, est-ce que cette transaction, elle a suffisamment d'endorsement? Parce qu'on peut demander, on peut configurer Fabric pour dire que lorsqu'une requête type créer de la monnaie est émise, on veut qu'une majorité de pairs ait endorsé cette requête. Donc là, on peut valider ça ici. On va aussi valider qu'il n'y a pas de conflit entre les transactions. Okay. Et enfin, si cette transaction elle est valide, elle va être persistée dans le ledger. Les transactions qui ne sont pas valides ne vont pas être persistées dans le ledger, et là, ce sera à la charge du client de recommencer s'il a envie. Et enfin, bien sûr, une fois que si la transaction valide est bien persistée dans le ledger, le client qui a émis la requête pourra être notifié du résultat de sa requête. Donc voilà pour le flot de transactions. Et puis voilà aussi sur quelques concepts clés de Fabric. Maintenant, je vais vous parler un peu plus de nos contributions. Donc, je vous rappelle qu'on avait 3 volets pour notre MVP, les transactions monétaires, les contrôles d'accès et sécurité et la haute disponibilité. En ce qui concerne les transactions monétaires,
Donc, je vous représente ici un diagramme simplifié de notre système. Donc, vous avez... alors, c'est comme ça qu'on dit? Non, si. Hop. Bon, c'est pas grave. Vous avez tout à gauche la caisse enregistreuse, le point of sale system. Donc, c'est là que la carte du client sera swiped. Et puis, donc, c'est cette caisse enregistreuse qui émettra une requête à notre back-end. Donc, le nuage ici, il y a quelque chose d'assez compliqué. Je l'ai caché ici parce que je n'ai pas le temps de présenter les détails. Mais en fait, ce que ça fait, c'est que ça expose une API à l'extérieur. Et ensuite, ça va transmettre les requêtes ici à droite, la blockchain. Et tout en haut, c'est une banque, une interface bancaire externe. Donc, du côté blockchain, on a un premier chain code, c'est un premier smart contract pour implémenter ces jetons, cette création, destruction et transfert de jetons. Et ici, on a suivi un modèle assez connu qui s'appelle le modèle UTXO. Le modèle UTXO, c'est le modèle qui est utilisé chez Bitcoin. Donc, je ne rentrerai pas dans le détail, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce modèle a l'avantage d'éviter les conflits lorsqu'on crée beaucoup de jetons. Lorsqu'il y a beaucoup de création de jetons de manière concurrente. Alors pourquoi on a choisi ça? C'est parce que, si vous vous rappelez le use case, quand un client va swiper sa carte, il va acheter des jetons auprès de notre blockchain, donc il va falloir qu'on crée des jetons. Et donc on est parti de l'hypothèse que la création de jetons sera majoritaire dans le workload de notre blockchain. Il y a un autre point important ici, c'est que lorsqu'on crée un jeton, on veut forcément qu'il y ait eu un transfert de $1 correspondant. Donc là, c'est l'objectif de ce nuage ici, de garantir que lorsque le client dépense $1, qui transfère $1 pour Gary, eh bien, il y a effectivement un jeton qui va être créé quelque part. Donc, en ce sens-là, le fait d'avoir $1 égale un jeton, ça fait que notre système, ce n'est pas une crypto-monnaie, on ne peut pas jouer à la bourse avec. Et alors, cette partie, elle s'est avérée assez compliquée, parce que les requêtes de type carte de crédit sont extrêmement complexes. Il y a une logique bancaire qui est pas du tout évidente. Et on a essayé, dans une certaine mesure, de ne pas prendre la responsabilité de cette complexité. Donc, ce qu'on a préféré faire, c'est que le POS va lui-même, quand une carte va passer dans le système, ça va transférer des dollars à travers la banque externe. Et lorsqu'il va faire la requête auprès de chez nous, on va juste se contenter d'aller vérifier auprès de la banque que le transfert a bien été effectué. Et si c'est le cas, on lance une requête sur notre blockchain pour créer un jeton. Alors ici, donc ça c'était un des bloqueurs principaux de la mission, parce que globalement, il y a eu pas mal de difficultés pour trouver une API bancaire qui satisfasse les besoins de Gary. Pour s'interfacer avec cette API bancaire, c'était assez compliqué. Et c'était beaucoup plus que la partie blockchain, c'était vraiment ça qui a bloqué la mission. Pour info, pour le chain code UTXO, à la fin, disons, du premier mois de la mission, le code était écrit, testé, validé, et en fait, il est resté stable jusqu'à la fin. Donc, ce n'était pas du tout la partie la plus compliquée, le chain code UTXO. Donc, voilà pour les transactions monétaires. Maintenant, en termes de contrôle d'accès et de sécurité. Donc, comme je l'ai dit auparavant, vous avez différentes ressources. Ici, des ordonnanceurs, des contrôleurs qui... Ah oui, pardon. Des contrôleurs sont les clients techniques de notre blockchain. Et vous avez des pairs et la caisse enregistreuse. Et chacune de ces entités vont interagir, on va avoir un rôle dans la blockchain, et donc elles doivent avoir une identité.
Et pour ça, on va avoir besoin d'une autorité de certification qui va distribuer des certificats. Okay. Techniquement, il faut signer des Certificate Signing Requests. Et cette autorité de certification, ces identités qui existent à l'intérieur d'elle, il faut aussi les coordonner avec un provider d'identité. Ici, ce sera Cognito. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie de recoder et de prendre en charge la création et la gestion d'un parc utilisateur dans la blockchain. Et donc ici, il y a aussi une intégration qui n'a pas été évidente entre provider d'identité et les identités sur notre blockchain. En ce qui concerne l'autorité de certification, on a utilisé un composant qui s'appelle FabricCA. Pour ce composant, on avait au départ hésité donc entre deux possibilités. Il y a Vault chez HashiCorp et FabricCA. Et on est parti sur FabricCA parce que sur le papier, il nous semblait, c'est un projet Hyperledger qui semble suivre le projet Fabric. Donc on se disait que l'intégration allait être plus aisée en partant là-dessus. A posteriori, on se rend compte que l'intégration n'était pas si automagique qu'espéré. Et en plus, FabricCA, c'est quand même une techno assez récente, pas encore tout à fait mature. Et on en a souffert un petit peu lorsqu'on a voulu la brancher sur une HSM. Donc une HSM, c'est Hardware Security Module, okay, parce qu'une CA, elle va avoir sa clé privée pour signer des certificats et pour des histoires de sécurité, et on veut que cette clé privée soit stockée de manière sûre. Et donc en général, on a recours à une HSM. On a essayé Cloud HSM chez Amazon. Et là, ça n'a pas marché. Ça n'a pas du tout marché. Il y avait une incompatibilité. Alors, il y a une interface qui s'appelle PKCS 11. Et puis, il semblerait que ou bien FabricCA ou bien Cloud HSM n'implémentaient pas le même standard. Donc, après discussion, on aurait été obligé de forker FabricCA. Enfin bref, ce n'était pas une réussite. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est passé sur on a utilisé un mock soft HSM, faute de mieux, pour au moins finir l'intégration de notre côté, pour que FabricCA soit au moins configuré pour être plugué sur une HSM. Et les discussions sont encore en cours pour savoir quel HSM utiliser. Alors, donc on a notre blockchain, on a des identités. On est capable de vérifier les identités, mais il faut aussi garantir un certain contrôle d'accès, c'est-à-dire pas tout le monde a le droit d'invoquer n'importe quelle opération sur notre blockchain. Alors, Hyperledger Fabric propose déjà un certain niveau de contrôle d'accès, mais qui se formule en termes d'organisation et qui se fait à l'échelle des chain codes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Fabric va être capable de dire si vous faites partie de tel orga, alors vous avez le droit d'appeler n'importe quelle opération de tel chain code. Par exemple, on pourra garantir que seul un membre de l'organisation numéro 1 pourra invoquer le chain code UTXO. Par contre, Fabric ne permet pas d'avoir un contrôle d'accès plus fin. On ne pourra pas, juste avec les outils par défaut de Fabric, exprimer quelque chose comme « seule Alice a le droit de créditer le compte de Bob » ou bien les transferts ne doivent pas dépasser plus de 2000 crédits, 2000 jetons. Donc ça, Fabric, on ne peut pas le faire avec Fabric de manière native. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a écrit notre propre chain code, un chain code d'ACL. Donc on a utilisé le modèle role-based. Donc un certain rôle donne le droit d'invoquer telles opérations et on peut associer à chaque utilisateur un rôle. Et donc tout ça est persisté dans la blockchain. Et on vérifie aussi également les signatures qui ont été générées au niveau du poste pour éviter les attaques replay. En ce qui concerne la haute disponibilité, donc tout notre système tourne dans un cluster Kubernetes sur Amazon.
Ce qu'on a fait, donc on a déployé notre cluster sur 3 zones de disponibilité. Donc ça, c'était une volonté de Gary, hein, toujours cette histoire de HA. La répartition, c'était un pair, un ordonnanceur, plus les services derrière. Donc il y a un Kafka Zookeeper pour les ordonnanceurs. Un contrôleur, c'est-à-dire un client par zone de disponibilité. Fabric ne propose pas d'emblée l'intégration Kubernetes de base. Okay, donc on a utilisé l'outil Helm pour ça, on a écrit nos propres charts. Par contre, et ça c'est un des avantages de Fabric, c'est que Fabric a été pensé dès le départ pour tolérer les défaillances. Donc ça veut dire que si un composant quelconque est détruit en plein traitement, eh ben, en utilisant la machinerie de Kubernetes pour relancer le composant un peu plus tard, eh ben, du point de vue de Fabric, ça ne va pas causer de problème. Et donc ça, c'est un des gros avantages de Fabric, et c'est appréciable. Donc pour finir, quelques leçons qu'on a apprises lors de cette mission. Donc en ce qui concerne plus techniquement Hyperledger Fabric, donc, notre point de vue, c'est un des frameworks blockchain les plus aboutis. L'architecture est solide. Les langages, donc c'est Go et Java, sont expressifs. On a accès à un écosystème riche. Il y a tout un tooling de tests, etc. Fabric propose également ses propres mocks pour pouvoir tester les chain codes. Et c'est un projet qui est actif, qui est en plein développement. On peut accéder au Jira si besoin. Mais ça reste quand même une technologie assez récente. La configuration, elle est difficile. La documentation qu'on trouve en premier sur le site, donc c'est très bien pour prendre connaissance des concepts clés, pour réaliser quelques tutoriels ou pour réaliser un POC, ça c'est très bien. Mais pour avoir les détails un peu plus précis, en fait, la meilleure source de documentation, c'était le code. Et là, heureusement qu'il est bien écrit. L'intégration Kubernetes, bon, ben là, on l'a faite nous-mêmes. Il y a cette histoire de Fabric CA et HSM qui est en suspens. Fabric CA, on ne sait pas exactement lequel des deux implémente mal le standard PKCS 11. Et puis, il y a d'autres soucis un peu plus techniques. De temps en temps, il faut recompiler les binaires Fabric si on veut avoir accès à certaines fonctionnalités. Et puis ça, on le découvre en lisant le ticket dans Jira, etc. Il y a eu aussi 2 montées de version durant les 7 mois de la mission. Donc, ça reste encore quelque chose d'assez mobile, mais bon, qui a quand même de l'avenir, selon mon point de vue. De manière plus générale aussi, ce qu'on a appris durant cette mission, c'est que finalement, ce qui concerne, disons, les chain code, c'était pas le plus difficile. Le plus difficile, c'est qu'une blockchain ne vient jamais de manière isolée. Elle doit toujours s'intégrer. Enfin, elle vient s'intégrer avec d'autres composants. Et donc, il faut aussi réfléchir dès le départ à quelle sera la responsabilité de ma blockchain, qu'est-ce que je mets du côté de ma blockchain, qu'est-ce que je mets ailleurs. Ici, donc, on a eu cette expérience avec les gateways bancaires, où on ne voulait pas prendre en charge la complexité des données de carte de crédit. Il y avait cette intégration avec les providers d'identité, Cognito, comment administrer le parc utilisateur de la blockchain, comment faire le lien entre toutes ces identités. Okay. Et aussi, ça c'est un dernier point un peu plus organisationnel, c'est-à-dire qu'on avait la chance, Carl et Octo, de travailler ensemble, c'est-à-dire dans la même pièce, etc. Mais Gary, lui, était aux États-Unis et s'occupait de l'iPad, du Point of Sale System. Et à un moment donné, il faut bien synchroniser les deux types de tâches qu'on a à faire. Et là, ça peut être assez difficile. Et sur ce, je vous remercie. Et puis, bon appétit.